Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il est le prof de géo et de SVT qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Vous en doutez, foncez au théâtre de l'Atelier où il joue deux de ses spectacles en ce moment. Frédéric Ferrer est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de physique et on va parler de lumière aujourd'hui. La lumière à laquelle l'UNESCO dédie une journée mondiale. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Samedi a lieu la 20e nuit européenne des musées. Elle vous a concocté une petite sélection. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira. Autre journée mondiale, celle de la maladie cœliaque. C'est moins amusant et notre diététicienne et nutritionniste vous expliquera pourquoi la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Des morues, des lapins, des canards, leur point commun, ils servent de point de départ aux conférences aussi érudites que truculentes de Frédéric Ferrer, géographe, metteur en scène et comédien. On peut le voir en ce moment sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris pour deux spectacles en alternance, à la recherche des canards perdus et de la morue. Chaque conférence est structurée en 7 étapes. On commence par des explications en vidéo. Donc les 7 étapes de la conférence à la recherche des canards perdus, il y a eu une phase d'exposition où j'ai présenté le sujet, son espace, les acteurs, le canard essentiellement et la NASA. Ensuite la formulation d'une question centrale, là c'était où est le canard. Ensuite le temps des hypothèses où j'ai passé en revue différentes hypothèses que nous avons vues ensemble dans le glacier, en dehors du glacier, etc. Une conclusion intermédiaire qui n'était pas une conclusion définitive. À ce moment-là, enfin je pensais qu'elle était définitive, en fait elle ne l'était pas. Puis un moment particulier, le moment où je me suis filmé au Groenland, une expérience plus intime, ontologique, etc. Un déplacement inattendu du sujet puisque je suis sorti du sujet et je suis allé ensuite plutôt sur les objectifs de la NASA, le canard pour sensibiliser, le canard comme arme géostratégique. Et une fin bizarre, parce que je me suis arrêté d'un coup, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. On a salué comme ça. J'ai trouvé que ce dispositif-là était un dispositif opérant et particulièrement pertinent pour le Groenland. Et donc j'ai décidé de le garder pour toutes les conférences que je ferai sur le Groenland. Donc je vais suivre exactement ce dispositif-là maintenant. Il y a juste le sujet qui va changer. Mais sinon, ce sera exactement ça. Pour ceux qui étaient là avant. Voilà, et c'est même pas vrai parce qu'il arrive que pour de la morue, vous changiez et vous commenciez par autre chose que ce que vous aviez prévu. Frédéric, bonjour. Bonjour. J'ai dit prof de géo, je me suis senti obligé de rajouter prof de SVT, mais j'aurais pu ajouter encore l'histoire, les lettres, la philo. Vous aimez rappeler que le géographe a longtemps été considéré comme le spécialiste de rien, façon de dire qu'il s'intéresse à tout. Voilà, exactement. Et là, en me regardant, je m'intéresse même aussi à cette captation parce que je crois qu'elle a plus de 10 ans et que je me vois avec un âge complètement différent. Donc ça me fait bizarre de voir le temps et les questions qui sont restées les mêmes finalement. Ouais. Entre les canards, les morues, tout est. Et c'était quoi votre question au départ? Le géographe spécialiste de rien. Et voilà. Et en même temps expert en tout. Voilà. Donc l'idée, c'est en fait d'exciter la curiosité et de poser des questions. Et à chaque fois qu'il y a une question qui est identifiée, de tenter d'y répondre d'une certaine manière ou pas. Pourquoi vous aviez choisi, vous, cette discipline de la géographie, puisque vous êtes agrégé de géographie, en même temps qu'être comédien et metteur en scène? Pourquoi j'avais choisi la géographie au départ, alors, à vrai dire, au départ, c'est parce que il n'y avait plus de place en histoire quand je me suis inscrit. Et donc, je me suis inscrit en géographie en me disant, tant pis, je ferai un peu de géo et puis j'irai... Parce que je n'étais pas passionné par la géographie du lycée. Et au-delà de la blague, ça en dit long sur les rapports entre historiens et géographes et entre l'histoire et la géographie comme discipline scolaire. Oui. Parce que c'est vrai que les géographes se plaignent toujours d'être dominés par les historiens. Oui, voilà. Et donc, j'arrive à la Sorbonne et je m'inscris donc en histoire en me disant je vais toujours passer quelques certificats. Je m'inscris en histoire. Ah oui. Enfin, je souhaite m'inscrire en... donc, je ne peux pas m'inscrire en histoire. Donc, je m'inscris en géo en me disant je vais prendre des certificats d'histoire, comme ça au moins je ferai de l'histoire. Ouais. Et en fait... j'ai découvert une géographie totalement différente, qui n'avait rien à voir avec la géographie économique en vue du baccalauréat. C'était complètement autre chose. C'était une géographie qui m'ouvrait sur le monde et en fait, je suis resté en géo. Et j'ai préféré la géo. Et à quel moment de votre parcours vous dites que pour sensibiliser aux enjeux climatiques, parce que c'est quand même le fil conducteur de la plupart de vos spectacles, en tout cas toute cette série des conférences sur l'Anthropocène, à partir de quel moment vous dites que le théâtre sera aussi efficace que d'écrire des essais ou de donner des cours, puisque vous
vous avez tous les diplômes requis pour ça. Oui, en fait, j'ai tout le temps fait les deux. J'ai tout le temps fait et du spectacle et du théâtre. Et pendant un temps, en tous les cas, quand j'étais étudiant, j'étais étudiant en théâtre et étudiant en géographie en même temps. Donc j'ai tout le temps fait les deux. Et c'était deux activités totalement séparées l'une de l'autre. Et quand je décide de finalement pas faire de la géographie en l'enseignant, mais de faire du théâtre, dans un premier temps, j'ai pas pensé à dire tiens, mais sur ma scène je vais mettre de la géographie. J'ai fait autre chose. Je me suis plutôt intéressé. Je commence avec Fassbinder si j'ai bien lu votre bio. Ouais, je commence avec Fassbinder, je vais vite sur Armand Gatti. Ouais. Surtout après, j'écris mes premiers textes liés à une résidence que j'ai fait en hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Vous êtes resté très longtemps à Villévrard. Voilà, à Villévrard, où j'ai animé un lieu de fabrique artistique, etc. Et puis aujourd'hui, j'en anime un autre à Coubert, dans un centre de réadaptation. Et la géographie, elle est arrivée parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais et si je faisais, moi qui étais un ancien géographe, si je faisais pour la première fois, si je mariais les deux, c'est-à-dire la géographie et le théâtre. Et donc ça, c'est arrivé en 2005. Et comme en géographie, moi, je m'étais spécialisé en climatologie. Ça tombe bien. Je me suis dit, mais tiens, et pourquoi je ne ferais pas un spectacle sur le changement climatique dont on parlait un tout petit peu mais pas encore des masses quand même à l'époque. Pas encore des masses en 2005, mais... Et si C'était le 3e rapport du GIEC, je crois. Donc, Et c'est là où l'essence pluridisciplinaire de la géographie est particulièrement adaptée, parce que pour parler des enjeux climatiques tels que vous en parlez, vous avez besoin d'emprunter à plein de... il y a beaucoup de géophysique, mais il y a aussi de la SVT, il y a aussi de l'histoire, il y a de la philo, il y a plein de trucs. C'est ça, je pense, la grande découverte. Alors, pour le coup, c'est pas la mienne, mais la grande découverte de notre époque. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est totalement inexploré. Comme le dit Baptiste Morisot, on est dans un monde où on a tout à apprendre des relations, des liens qui existent entre les choses, les événements, les actions humaines, et dont on comprend à peine les interpénétrations, les relations de cause à effet, etc., etc. Et en fait, donc, n'importe quelle question qui se pose aujourd'hui, elle a des répercussions à tous les niveaux. Absolument partout, en sciences de la vie, et on peut décider en géographie, en histoire, en sport, en ce que vous voulez. C'est comme ça qu'en allant voir ces conférences, vous découvrez que si on veut redonner vie à la morue, il faudrait exterminer tous les phoques. On en reparlera à Frédéric Ferrer, professeur autant que fouineur et chercheur obstiné. C'est ce que dit de lui le critique Jean-Pierre Thibaudat. On le retrouve après l'anti-sèche, Frédéric Ferrer, pas Jean-Pierre Thibaudat. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Programme de science dans cette anti-sèche, puisque vous êtes contente que je vous fasse faire un truc vaguement rigolo et détendu devant Frédéric Ferrer ? Ouais. Hein ? Ouais. Elle me regarde, mais d'un air, genre si je pouvais le tuer. C'est aujourd'hui la journée internationale de la lumière ? C'est aujourd'hui d'ailleurs ? Oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. C'est l'UNESCO qui a choisi cette date, c'est pas moi, car c'est la date anniversaire de la première opération réussie de laser en 1960 par le physicien et ingénieur américain Theodore Maiman. La lumière, thème abordé tout au long de la scolarité dès l'école primaire. Mais oui. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière ? Je vous le demande. Alors, moi, je m'en réfère au Larousse. Rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde, comprise entre 380 et 780 nanomètres, je ne vois pas prendre des notes, je suis un peu déçue, correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain et l'ultraviolet et l'infrarouge. Ça ne vous avance pas des masses. Oui, c'est pour ça que je l'ai noté. Mais je suis sûre que quand vous verrez une lumière, vous saurez ce que c'est. C'est ça qui est bien. La lumière qui a plein de propriétés, 7. D'abord, elle est perceptible par l'œil. On fait les 7 ? Oui, on va faire les 7, on va les faire ensemble. Ok, super. Oui, parce qu'il existe d'autres rayonnements électromagnétiques, comme les rayons X, qui eux, ne sont pas perceptibles par l'œil. Ok, deuxième propriété, elles peuvent venir d'une source naturelle ou artificielle. Évidemment, le soleil ou l'ampoule, pour faire simple, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, elles transportent aussi de l'énergie. Cette énergie lumineuse se transforme en énergie thermique lorsqu'elle entre en contact avec une surface. Aujourd'hui, on voit donc fleurir des panneaux solaires thermiques qui captent donc l'énergie solaire, ou plutôt, pour être tout à fait précise, les photons. D'accord. Autre propriété, la lumière est presque instantanée. Bah oui, pourquoi ? Ça, c'est quand on compte... La vitesse de la lumière ? 300 000. 300 000 km par seconde. Oui. Et je le précise... Par seconde. Oui, par seconde. Bah oui, par seconde. Et je le précise car cette donnée est l'une des constantes fondamentales de la physique que l'on note C comme célérité. Cette propriété était induite de l'expérience d'interférométrie de Michelson et Morley, plus clairement énoncée par Albert Einstein en 1905. C'est le C2 égale MC2, c'est ça ? Exactement. Vitesse constante donc de la lumière. Oui, autre propriétaire, elle se déplace en ligne droite, mais elle peut être déviée si elle passe d'un milieu à un autre, par exemple de l'air à l'eau. On appelle ça la réfraction. Et comme nous venons de parler de vitesse, il faut savoir que la lumière est plus lente dans l'eau. Cela a été démontré par le principe de Fermat et les lois de Descartes. Le principe de Fermat et les lois de Descartes
relie les changements de trajectoire de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à l'autre à sa vitesse dans chacun des milieux. C'est dur. Leçon de physique. Je sais plus où on en est. Je sais plus. Autre propriété, une partie de la lumière qui frappe un objet est réfléchie par celui-ci, ce qui permet de les voir. Oui. L'autre partie de la lumière est absorbée. Enfin, la lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Lorsque la lumière blanche se sépare en ses couleurs constituantes, on observe ce qu'on appelle la dispersion de la lumière. Là. L'arc-en-ciel. Ah, on a écrit l'arc-en-ciel. Moi, j'ai trouvé ça super poétique. Oui, c'est vrai. Je me suis dit que vous alliez m'inventer un truc. Ouais, allez, on a l'art en scène, on a l'arc-en-ciel. Oui, sans le savoir. Allez, lumière et pollution pour terminer. Oui, parce que c'est un peu en écho avec ce que le travail de notre invité. Donc, selon l'Observatoire national de la biodiversité, en 2020, 85% du territoire métropolitain était exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse. Et en janvier 2023 a été publié un rapport d'information parlementaire sur cette question. Rapport dans lequel il est dit que la pollution lumineuse est en pleine croissance dans le monde en raison notamment du développement des LED. Un rapport qui met en exergue plusieurs effets délétères. Bien sûr, la pollution lumineuse contribue au gaspillage énergétique et au changement climatique, car je rappelle, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la consommation électrique annuelle pour l'éclairage public et l'éclairage des bâtiments au niveau mondial représente 13% de la production totale d'électricité. D'accord, et les LED, pourquoi ça ne suffit pas ? Oui, parce qu'en fait, alors les LED, on consomme moins, certes, mais c'est quand même pas la solution idéale, parce que le rapport souligne que les LED sont majoritairement produites en Chine, avec de l'électricité fortement carbonée, et nécessitent d'extraire des terres rares, processus très émissif de CO2. Donc donc c'est polluant. Et on termine en rappelant que c'est une pollution qui a un effet très négatif sur la biodiversité. Oui, parce qu'on respecte plus les cycles jour-nuit de certaines espèces, des espèces qui ont besoin de vivre avec ce cycle, et la pollution lumineuse altère le fonctionnement des écosystèmes. Merci beaucoup, chère Cécile. Et on se retrouve pour une autre chronique éclairante. Mais bien sûr, la récré dans quelques minutes. Pour l'instant, Frédéric Ferrer, Cantoral. Vous l'aurez compris, on rit beaucoup lors des conférences décalées de Frédéric Ferrer, dont 2 se donnent actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris. Chaque cartographie pose une question centrale non résolue. Exemple, avec le problème lapin. Bon, bref, en tous les cas, quoi qu'il en soit, il apparaît, on pense, il y a 6 millions d'années, enfin on est pratiquement sûr, 6 millions d'années en Espagne, puis à partir de là, il va diffuser très très rapidement dans tout le bassin. Pardon Frédéric, bon, à l'échelle du lapin. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lapin, il court vite, mais il se déplace lentement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un lapin, ça fait rarement plus de 500 mètres autour de son terrier. Voilà. C'est hyper territorial. C'est casanier. Donc remonter tout le pourtour méditerranéen à coup de 500 mètres, ça prend quand même un certain temps. Voilà, le problème lapin qui est un de vos spectacles, mais ce n'est pas un des 2 qu'on voit actuellement au Théâtre de l'Atelier, puisqu'on voit à la poursuite des canards jaunes et de la morue. Les canards jaunes, d'ailleurs, c'est cette expérience de la NASA qui met des canards jaunes, les canards comme dans la salle de bain, n'est-ce pas ? C'est ça. En haut d'un glacier, parce qu'ils veulent suivre l'écoulement de l'eau. Canards qui sont perdus depuis 25 ans maintenant, c'est ça, pas loin. Depuis, l'expérience a eu lieu en 2008, en septembre 2008. D'accord, oui, pas tout à fait. Voilà, donc ils sont perdus 2024 depuis... moins 8. Voilà. Voilà. Oui, mais on ne va pas faire des maths non plus. Voilà. Les 2 spectacles que vous jouez actuellement sont extraits donc de ce cycle que vous avez commencé en 2010, un atlas de l'Anthropocène. C'est un recueil de cartographie. C'est quoi donc ce principe ? Au départ, je m'intéressais que à la recherche des canards perdus. Et puis, en travaillant sur cette cartographie, je rencontre Valérie Masson-Delmotte elle n'était pas à cette époque-là. Une des plus grandes expertes du GIEC en France. À cette époque-là, elle n'était pas du tout présidente du GIEC. Elle revenait d'une mission au Groenland où je l'interrogeais en tant que paléoclimatologue. Et puis, en parlant avec elle, très vite me vient l'idée de m'intéresser ensuite aux Vikings, au Groenland, parce que je l'avais vu dans un face-à-face avec notre ministre de l'Éducation nationale à cette époque-là, qui était climato-sceptique. Claude Allègre. Et je trouvais qu'ils s'étaient étripés chacun sur l'histoire d'Éric le Rouge au Groenland, puisque c'est lui qui avait donné son nom à cette terre, il l'avait appelée Terre Verte. Et donc je me suis dit, oh là là, mais là, il y a un vrai sujet, si je faisais une 2e cartographie. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, petit à petit, très vite est venue l'idée, mais je vais les assembler, ces cartographies. Ça va former comme un atlas que je constituerai au fil du temps. Donc là, j'en suis à la 7e cartographie avec les lapins. Et un atlas qui ne fait que s'enrichir, puisque de toute façon, les questions ne manquent pas. Atlas de l'Anthropocène, dont on rappelle qu'il décrit cette période à partir de laquelle on considère que l'impact de l'humain sur
le climat l'emporte sur les phénomènes naturels, quoi. Sur la Terre, oui, ce serait une nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions rentrés, mais que les géologues, apparemment... oui, ils ne sont pas d'accord. J'ai vu ça récemment. Ils ont refusé ce nom, d'autant plus qu'il y a polémique sur ce nom, parce que est-ce que c'est l'être humain qui est néfaste, ou est-ce que c'est la manière dont cette espèce se développe qui est néfaste? J'ai vu apparaître Capitalocène comme alternative à Anthropocène, pour dire que c'est le capitalisme qui fait le problème. Vous allez sur le terrain, vous enquêtez, vous rapportez d'ailleurs des images, souvent cocasses. Pourquoi c'est important pour vous d'aller sur le terrain, en dehors du fait que ça vous permet de produire quelques effets comiques sympathiques? Parce que le terrain, être géographe, c'est faire son terrain, comme disent les géographes. Donc aller sur le terrain, c'est avoir une appréhension des phénomènes autres que par le livre ou par Internet, parce que des choses vont arriver qu'on n'aurait pas estimé, qu'on n'aurait pas senti, qu'on n'aurait pas pu trouver sans aller sur le terrain. Comme par exemple l'idée de faire une conférence sur la morue. Comme par exemple l'idée de faire exactement, puisque j'étais parti pas du tout pour faire sur la morue, j'étais parti pour enquêter sur les frontières maritimes absolument absurdes entre le Groenland et le Canada, entre le Canada et la France, au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont donné à la France un territoire complètement absurde que les Canadiens appellent la French Baguette, et dans lequel il n'y a aucune exploitation possible des ressources halieutiques. Et puis je m'intéressais à cet endroit-là, qui est vraiment qui est complexe, parce qu'il y a des enjeux évidemment avec les richesses du sous-sol. Et puis je rencontre un marin qui me dit... Vous tombez malade quand même dans un premier temps. Je tombe malade et tout ça. Et puis je dors dans la cabine d'un marin. Et puis à un moment donné, je me lève parce que je me dis, j'ai pas fait 7000 km pour pas l'interroger. Donc je vais l'interroger dans sa cabine. Et puis il s'appelle Karl Beaupertuis. Et puis je lui dis, je commence à l'interroger sur les frontières maritimes. Et puis il me dit, ouais, non mais les frontières, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important ici, c'est la morue. et à partir de là, voilà. C'est un sujet. Et alors la morue, je vous raconte même pas. Tiens, si je vais vous le raconter, mais ce sera juste après la récré. Récré pour laquelle vous nous emmenez non pas au théâtre, mais au musée. Ouais. Ah, ok. Ouais, oui, parce que c'est direct. Ça. Je suis comme ça en ce moment. Parce que samedi prochain, c'est la 20e nuit européenne des musées. À cette occasion, 3000 musées en France et en Europe ouvrent leurs portes pour de très nombreux événements gratuits, des jeux, de la danse, de la musique, des conférences, tout ça pendant la nuit jusqu'à 1h du matin environ. Et vous nous avez repéré quelques petites activités sympathiques à faire en famille. Au musée des Armées à Paris est prévue une démonstration de breakdance. On continue avec C'est un peu contre-intuitif. Oui, mais pourquoi pas? Parce que c'est un duel. Eh oui, ils ont cherché. Bien, ouais. Battle. La battle, voilà. On continue avec la danse, mais cette fois au musée d'art et d'archéologie du Périgord, à Périgueux. Des danseurs vont investir des lieux et proposeront des chorégraphies en lien avec les objets exposés. Direction ensuite Deauville et le cloître des franciscaines où la chorégraphe Caroline Carlson présentera son spectacle Island. Voilà. Et certains redoublent d'imagination pour intéresser le jeune public. Oui. On va les faire jouer notamment. Oui, au musée de la préfecture de police de Paris. Et oui, on peut avoir du monde dans la police. Les jeunes visiteurs sont invités à résoudre une enquête. Je veux dire, c'est les gendarmes et les voleurs, c'est ça? Après la battle. Un crime a été commis, donc il faut que les visiteurs résoudent cette énigme. Ou encore au musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, on pourra participer à un escape game au trésor, voilà, pour entrer dans l'univers des mousquetaires et d'Alexandre Dumas, évidemment. Et puis il y a tous les événements qui ont été pensés et organisés dans le cadre d'une opération qui s'appelle la classe L'œuvre. Oui, c'est une opération qui existe depuis 2013 et qui repose sur la collaboration entre une classe, de la première à la terminale, avec un musée proche de l'établissement. L'idée, c'est d'abord étudier une ou plusieurs œuvres du musée durant l'année scolaire. Ensuite, on imagine des productions en lien avec l'œuvre. Et ensuite, on conçoit une médiation des œuvres étudiées pour la nuit européenne des musées, donc ce samedi. Et ben vous voyez, sans le savoir, j'ai entreaperçu un bout de ce dispositif au musée de Dieppe et je vous en recommande vivement la visite parce que c'est très réussi. Alors, on a une idée des médiations? Alors d'autres, donc il y a une immersion en réalité augmentée entre archéologie et cinéma au musée de la céramique à Lezoux dans le Puy-de-Dôme, de la danse aérienne en référence à la programmation des Jeux olympiques et paralympiques au musée de l'air et de l'espace au Bourget, ou encore un voyage au son des notes orientales du oud, cet instrument-là, lors d'un concert au musée des explorations du Monde à Cannes. Nuit européenne des musées qui existe donc depuis 2005. Mais on appelait ça, c'était pas juste la nuit des musées dans le temps? Non, avant ça s'appelait pas comme ça. Non. Ça s'appelait juste la nuit. Oui, ça s'appelait la nuit des musées. Oui. Et parce que la France a un petit copié l'Allemagne. Et puis c'est devenu la nuit européenne des musées. Et cette manifestation se déroule dans d'autres pays européens, toujours en mai, considéré comme le mois des musées en Europe. Et c'est toujours proche de la date du 18 mai, parce que c'est la date de la journée internationale des musées, instaurée par le Conseil international des musées. Que de journées internationales aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ceci explique cela. Voilà. Ok, pour en savoir plus. Le thème de cette année, c'est musée, éducation et recherche. Ah bah pas mal, c'est pour nous. Voilà, et pour en savoir plus,
nuitdesmusées.fr. Merci Cécile. Voilà. On parle morue? Oui. Ok, super. Pas de moi, hein. Grand oral. Nous recevons donc aujourd'hui Frédéric Ferrer, dont 2 spectacles se jouent actuellement en alternance au Théâtre de l'Atelier à Paris, dont De la morue. Image. La morue séchée, on ne peut pas dire que c'est un poisson frais, c'est un poisson qui a séché. Voilà. Que partout ailleurs en Europe, on n'appelle pas morue séchée, qu'on appelle stockfish. Stockfish, pourquoi? Parce que fish, poisson, stock, bâton, poisson qui a séché sur un bâton. Là où c'est complexe, c'est que c'est pas tout le temps de la morue, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. À ne pas confondre avec la morue verte, la morue verte, qui est toujours le même poisson, la même espèce, mais qui est en fait la morue salée. On est dans les méthodes de conservation, en fait. Voilà. Donc tous ces noms, quand ils existent, désignent toujours ce poisson-là. Et au Moyen-Âge, on lui donnait encore un autre nom, peut-être plus générique d'ailleurs, puisqu'au Moyen-Âge, on l'appelait le poisson. Voilà. J'ai beau connaître la chute, je me marre à chaque fois. Un des ressorts comiques de votre travail, c'est un pastiche que je trouve absolument formidable, des tics, des conférences scientifiques entre votre PowerPoint, parfois un tout petit peu première génération, la digression qui part tellement loin qu'on n'en revient jamais, ou encore le souci du détail poussé à l'extrême, comme toute cette définition du mot morue, pour dire bon, c'est un poisson. Les enseignants et les chercheurs, ils vous inspirent beaucoup, ou ils vous en veulent beaucoup, ou les deux à la fois? Non, je ne crois pas qu'ils m'en veulent, parce que non, vraiment pas. Ils se marrent. Ils se marrent beaucoup. Et puis c'était quoi la vraie question? Parce que là, aujourd'hui... Non, c'était ça, c'est sur les ressorts de votre comique, et sur cette façon de singer, ce qui est une conférence scientifique. Oui, alors aussi. en fait, je ne cherche pas à les singer, mais il se trouve que... Mais pas du tout. C'est raté. Mais il se trouve que, en fait, il m'inspire énormément, parce que, en fait, moi, quand je vais écouter une conférence, c'est comme un film, quoi. Je suis devant pas une fiction, je suis devant un morceau de réel qui m'est expliqué, mais ça passe par la subjectivité de quelqu'un, et c'est très agréable. Et alors j'adore les colloques, parce qu'on passe d'un truc à l'autre, et plus c'est perché, plus c'est pointu, plus c'est intéressant. Alors après, il y a des sujets auxquels je ne comprends rien, mais quand ce sont des sujets que je peux comprendre, les chercheurs sont des fous. Sont des fous. Vous leur rendez un bel hommage. En tout cas, vous êtes actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris, mais on vous retrouvera fin juin, début juillet à la Villette pour de nouveaux épisodes d'une nouvelle saga Olympicorama. Vous faites les JO cette fois? Alors Olympicorama, oui, ça a commencé en 2019 et je l'ai conçu comme un marathon de 15 épreuves qui vont jusqu'en 2024. Donc ça s'arrête là. Un 15 au cathlon. Voilà. L'olympisme est le miroir de la tragédie humaine, avez-vous dit? Eh oui. Et oui, parce que l'olympisme, le mouvement olympique, il est plus ancien que les 3 religions monothéistes qui gouvernent le monde. Et donc, et puis je pense qu'il y a plus de gens devant leur télé que dans une église. Et donc, c'est un mouvement massif en termes humains. Et donc, regardez l'olympisme, parce qu'à travers l'olympisme, on voit toute l'évolution du monde. C'est ça. On voit toute l'évolution géopolitique, sociale, économique, politique. Voilà, et tout ça sportive. nous ramène quand même au climat, et on va terminer là-dessus, puisque vous dites que quand on saute en Fosbury, finalement... C'est grâce c'est grâce au pétrole. Et voilà. Grâce au pétrole. Et vous savez pourquoi? Vous voyez ce que c'est le Fosbury? Ouais, vous faites bien. On n'a pas vu. Refaites le Fosbury. Voilà. Oui, parce qu'il faut des matelas. Il faut des matelas derrière, et les matelas, c'est du plastique. Voilà, c'est du plastique, c'est du polyuréthane. Et sinon, on ne pourrait pas sauter. Et donc, en fait, le jour où il n'y aura pas de pétrole, il faudra sauter moins haut. Ou dans l'eau. Ou dans l'eau. Eh ouais. C'est une réponse climato convaincue que vous nous faites là. Frédéric, vous restez avec nous. On va se passer sur un sujet pas drôle. Enfin, je dis, le réchauffement climatique, c'est pas génial non plus. La maladie cœliaque avec Sandra Ferreira. Cécile, merci beaucoup. Bravo pour votre technique du Fosbury. C'est assez remarquable. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie cœliaque, C-E-L-I-A-Q-U-E. Et si ce terme ne vous dit rien, ça tombe bien parce que vous allez tout nous expliquer. C'est pas une maladie sympa que la maladie cœliaque. Alors déjà, c'est pas un phénomène de mode. Ça, c'est important, je voulais le répéter aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui enlèvent le gluten un peu par effet de mode. C'est une vraie intolérance au gluten. C'est-à-dire, alors le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qu'on retrouve dans certaines céréales. Par exemple, le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, entre autres, l'épeautre. Et ça va créer une malabsorption au niveau intestinal
et donc des carences alimentaires. Alors j'en parle surtout parce que chez les enfants, c'est très particulier. C'est souvent mal ou non diagnostiqué et on va voir que ça va nuire à la croissance et au développement de l'enfant. Les symptômes de cette maladie cœliaque alors les symptômes, chez l'enfant, la croissance est suffisante, mais on a aussi perte de poids. Alors peut-être pas tous les symptômes en même temps, mais ça peut vous donner une piste. Perte de poids, manque d'appétit, maux de ventre, gonflement, diarrhée, puisqu'il y a cette malabsorption, la fatigue, l'irritabilité et souvent une carence en fer. Donc quand on est diagnostiqué, là, on doit intégralement supprimer les produits contenant du gluten. Et oui, Emmanuel, c'est pas évident du tout. C'est pas évident, mais je voudrais rassurer aujourd'hui, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple qu'à une époque, c'est à vie. Alors il faut en parler, bien évidemment, même si vous suspectez, il faut en parler à votre médecin. Oui, on ne se fait pas un régime tout seul. On ne se fait pas un régime tout seul, d'autant plus que si vous enlevez le gluten de votre alimentation avant d'être diagnostiqué, ça va fausser les tests. Donc n'enlevez pas tout, faites-vous diagnostiquer. Le diagnostic officiel, c'est votre médecin gastro-entérologue qui vous le donnera. Et je vous rassure, les dommages à l'intestin, eux, vont partir dès qu'il n'y aura plus de gluten dans l'alimentation. Alors le gluten, on va le retrouver dans les aliments où on retrouve du blé très facilement, les pâtes, la pizza par exemple, de nombreux desserts, des viandes panées, le pain, tout ce qui va être un peu transformé. Mais je vous rassure, encore une fois, il y a des versions sans gluten qu'on trouve assez facilement aujourd'hui. Donc on peut manger des pizzas. Et puis il y a plein d'aliments que vous adorez et où il n'y a pas de gluten. Que j'adore et que vous adorez et que tout le monde adore ici. Bien sûr. Les fruits, les légumes, les légumineuses, comme les pois chiches et les lentilles, la plupart des produits laitiers, le poisson, le tofu, la viande non transformée, c'est tout à fait possible. Comment on fait pour aller à la cantoche, puisque la chronique s'appelle Plateau Repas? Oui, parlons de ces enfants qui vont à la cantine. Il va falloir forcément faire ce qu'on appelle un PAI alimentaire, c'est-à-dire un projet d'accueil individualisé, ce qui va permettre à l'enfant de ramener son petit panier repas à la cantine. Et là, pour ça, vous voyez avec le directeur de l'école ou au collège, en général, c'est avec l'infirmière du collège ou du lycée. Et quand les enfants sont invités à un anniversaire, il va y avoir un gâteau, c'est compliqué. Et oui, alors il faut en parler, c'est plus compliqué, il faut en parler avec l'enfant, avec les parents, ou vous emmenez vous-même votre gâteau sans gluten, ou votre pizza sans gluten, c'est tout à fait gérable, mais il faut en parler, bien évidemment. D'autres éléments importants à ajouter? Les plus importants à rajouter, c'est que le malade cœliaque ne doit pas partager ses aliments. Il y a un risque, forcément, je prends le gâteau du copain, il y a un gros risque. L'enfant, lorsqu'il est un peu plus grand, il faut qu'il apprenne à lire les étiquetages alimentaires, mais ça s'apprend très facilement. Se laver les mains toujours à l'eau savonneuse, un simple désinfectant, ça ne va pas fonctionner s'il y a des traces de gluten, parce que même juste des traces sur les mains, ça peut poser quand on cuisine d'ailleurs, on ne coupe pas, il faut faire attention à bien séparer les miettes. Dans les grands repas, bien séparés, etc. Et puis, quand on est à l'école, bien communiquer avec l'enseignant, que l'enseignant puisse parler avec le parent et supposer peut-être que l'enfant a mangé quelque chose avec du gluten. Et puis le gluten, il y en a partout. Et oui, les matériaux de bricolage à l'école, pâte à modeler, pâte slime, la peinture au doigt, ce type de choses. On travaille des fois avec des pâtes. Alors, attention, il faut le manger, le gluten, pour avoir cet effet. Mais l'enfant, on sait très bien qu'il met la main à la bouche parfois. Donc, ou on demande à l'enseignant des matériaux sans gluten, ou on met à l'enfant des gants, tout simplement. Et ben voilà. Donc c'est faisable. Et ben on peut se soigner. Voilà. Et vivre avec. Oui. Avec le sourire. Vraiment, sincèrement. Sandra, merci beaucoup. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle qu'on peut vous voir et on se marre. Je vous jure, allez-y, vous allez voir, c'est super drôle. Mardi et mercredi, 19h, si mes souvenirs sont bons, au Théâtre de l'Atelier à Paris. Les Canards Jaunes le mardi, le mercredi de la Morue. Et puis fin juin, vous guettez sur Internet Olympicorama à la Villette. Et ensuite, pendant tout le mois de juillet, en Seine-et-Marne, votre Olympicorama, il y a 15 étapes. Vous nous avez dit les 15 se baladent dans des villes et des villages de Seine-et-Marne. Exactement. Voilà. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec assistée par Pénélope Day pour la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son et Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.